Bonjour, nous sommes toujours le lundi 22 septembre. J'ai eu le plaisir d'apprendre par un mail de Franck Nguyen qu'un de mes articles sur astrologie et sciences venait de paraître dans la revue 3-7 ans. C'est pas la première fois que Franck Nguyen publie des articles de moi dans cette revue, mais ça faisait déjà un certain temps et c'est intéressant de se dire pourquoi maintenant un article de moi paraît dans cette revue d'une association astrologique qui s'appelle le Rassemblement des astrologues occidentaux et qui est 6 à Lyon. Parce que moi j'y vois une dimension cyclique. Alors, cet article, pourquoi est-ce qu'il a intéressé Franck Nguyen et la rédaction de la revue? Question qui se pose. Et il me semble qu'effectivement, je mets en cause les relations entre astrologie et astronomie dans cet article. Je dis que l'astrologie doit quelque part quelque chose à l'astronomie, mais la grande question est de savoir ce qu'elle doit à l'astronomie. Et quand elle dit doit, je veux dire elle doit à la fois par le passé et pour l'avenir. Est-ce qu'elle a des devoirs envers l'astronomie de demain, par exemple, ou l'astronomie du 19e ou du 20e siècle? Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, j'ai essayé de. C'est un peu comme les économistes qui mettent fin à l'étalon or. Enfin, je veux dire, j'ai essayé de couper le cordon ombilical entre l'astrologie et l'astronomie. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr un lien, mais ce lien, il faut le préciser et il faut le circonscrire. Par exemple, quand je joue du piano, je n'utilise pas toutes les notes du piano. Ça n'aurait aucun sens. Ça serait une cacophonie, ce serait justement de prendre tout le piano et puis de jouer tout ce qu'il y a sur le piano. Quand je vais au restaurant, je ne prends pas tous les plats qui sont proposés. Quand je vais dans une pharmacie, je ne prends pas tous les médicaments qui sont en stock, etc., etc. Quand je me marie, je ne prends pas toutes les femmes qui existent. Je dis des banalités, mais apparemment, il y a un domaine où ces banalités ne sont pas comprises, c'est le domaine de l'astrologie. Le peintre ne se sert pas de toutes les couleurs. Le sculpteur est obligé de jeter des choses, de jeter une partie du matériau dont il se sert, parce qu'il ne garde que ce qui est nécessaire à lui. Alors il y a des gens qui disent, par exemple, ah oui, mais le sculpteur, il extrait de la pierre ou du matériau ce qui est déjà dans le matériau. Sérieux. Hein, alors, c'est-à-dire, je fais le portrait de quelqu'un et on va me dire, mais ce portrait, il était déjà là. Ouais. Ou cette musique, elle était déjà là. C'est une façon de dénigrer la créativité, de dénigrer la capacité de l'homme, ce qui est une forme d'humanisme, justement. L'humanisme, c'est d'affirmer que l'homme peut créer, que l'homme peut structurer le monde. Je crois que les astrologues humanistes, ça me fait doucement rire, parce qu'ils sont tous sauf humanistes. Mais, puisqu'ils acceptent toutes les planètes, etc. Mais l'instrumentalisation, c'est une notion qui épistémologiquement doit être mise en avant et qui est mal comprise. L'instrumentalisation, ça veut dire je prends un objet, un matériau, et je lui donne une signification, comme dans le langage par exemple. Dans le langage aussi, je parle, une langue n'utilise pas tous les sons existants possibles. Un romancier n'utilise pas tous les mots existants de la langue. Donc ce qui en a fait l'intérêt de mon article, et ce qui a dû intéresser mes lecteurs, en tout cas les premiers lecteurs, en dehors de ceux qui m'ont lu mon article déjà sur Internet par d'autres moyens, par d'autres canaux, c'est cette idée de revaloriser l'être humain, mais en même temps de le valoriser non pas au niveau purement individuel, comme c'est le cas dans certains exemples que je vous ai donnés. Chaque individu n'invente pas la langue française. Alors en revanche, le compositeur, lui,
il fait une œuvre créatrice à son niveau, pour sa génération. Ça, il faudrait distinguer, et ça, je ne l'ai pas assez dit dans mon article. Donc j'ai laissé un risque de confusion dans cet article, à savoir que il y a des structurations qui sont faites à l'échelle de l'humanité tout entière et sur le long terme, sur la longue durée, et dont nous sommes tributaires des milliers d'années plus tard, sans pouvoir y faire grand-chose. Et puis il y a des structurations qui sont à l'échelle d'une génération, mais qui sont en deçà, hein, comme un écrivain, comme un compositeur, qui utilise des instruments, qui utilise des matériaux qui sont déjà là, mais il en fait quelque chose de nouveau. Cette dualité entre la démarche individuelle et la démarche collective, la démarche dans la longue durée et la démarche dans l'espace, est fondamentale. Quand on relit la tétrabible de Ptolémée, et tous ceux qui s'en sont inspirés, comme Antoine de Villon par exemple, que j'aime beaucoup, 624, sur lesquels j'ai écrit notamment, à propos de son usage des éphémérides, il dit clairement qu'on doit d'abord connaître le monde avant d'étudier l'individu. Ce qu'il appelle le passage de l'universel au particulier. Ptolémée le dit clairement. Le livre 2 de la Tétrabible est un livre consacré à la géographie au sens astrologique du terme. C'est-à-dire que on passe d'abord aujourd'hui on va directement au particulier, mais si on suit l'esprit de la Tétrabible, on ne doit pas se précipiter vers le particulier. Il est d'abord tributaire d'une histoire, d'une géographie, d'une culture. C'est ce qu'avait plus ou moins compris Jean-Pierre Nicolas avec son astroconditionnalisme, enfin, pas suffisamment clairement. Pas comme il fallait. Donc, il y a d'abord cette appartenance. À propos, justement, je vais beaucoup dans les cafés philo actuellement, et on s'aperçoit qu'il y a une nécessité absolue qui n'est pas satisfaite, qui n'est pas soumise, de resituer ce que les gens disent dans une filiation philosophique. C'est-à-dire que on s'inscrit quelque part, on est inscrit quelque part. On est inscrit quelque part dans une culture. Alors, ce qui serait paradoxal, c'est que il y a les gens qui ont une culture philosophique savent exactement dans quoi ils s'inscrivent. Ils vont vous dire, je suis influencé par X, Y, Z, par tel et tel ouvrage. Et ceux qui n'ont pas cette culture philosophique, ils vivent dans l'illusion qui sont des penseurs géniaux et qu'ils ont une réflexion originale. L'ignorance est ici le gage de l'illusion individuelle. Le rôle des cafés philo, c'est aussi d'apprendre une certaine humilité de ce point de vue-là. Et le rôle des animateurs des cafés philo, c'est d'être capable d'avoir suffisamment un bagage suffisamment solide sur le plan philosophique, sur le plan de l'histoire de la philosophie, pour pouvoir resituer les débats et montrer que finalement ces débats ne sont pas nouveaux, que les réactions des uns et des autres par rapport à telle question ne sont pas nouvelles. Et voilà, il ne faut pas laisser les gens dans une espèce d'illusion que leur philosophie vient d'une génération spontanée. Pour parler comme Pasteur, qui justement, on a fêté hier le 100e anniversaire du lycée Pasteur, qui avait justement mis en question l'illusion de la génération spontanée. De ce côté-là, je suis bien un élève du lycée Pasteur, parce que je ne crois pas à cette génération spontanée. Même si je crois qu'en effet, il y a des artistes géniaux qui sont capables de faire des choses tout à fait remarquables et tout à fait originales. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, pour revenir à mon article qui paraît, qui est en ligne sur 3711, et que je vous invite à regarder, bon, c'est un article comme un autre, enfin, c'est un de mes articles, j'en ai écrit plusieurs milliers, mais
effectivement, la question des étoiles fixes, par exemple, elle se repose à partir de ce moment-là. Parce que si, effectivement, nos ancêtres, nos prédécesseurs, il y a 4000, 5000 ans, plus, peut-être 15 000 ans, peu importe, ont instrumentalisé le ciel, ils ont vu des rapports entre certaines planètes et certaines étoiles, ils ont vu, quand je dis ils ont vu, c'est de parler, ils ont établi des signaux qui passaient par ces configurations étoiles-planètes. Rappelons que l'astronomie, un grand moment de l'astronomie, c'est quand elle a été capable de dégager la différence entre étoiles et planètes. On emploie le mot étoile fixe et étoile planète, c'est-à-dire étoiles errantes. Donc les deux, autrefois on appelait les deux tout le monde d'étoiles. Maintenant on utilise le mot l'adjectif planète, mais en réalité planète c'est un mot qui veut dire, c'est un adjectif qui s'associe avec le nom de étoile, étoile planète. Planète veut dire errant en grec. Et nous avons là un schéma qu'on n'a pas le droit de rejeter. Un, en le noyant avec de nouvelles planètes. Deux, en refusant les étoiles fixes. André Barbeau, j'en parlais dans quelques jours dans une précédente vidéo, il a totalement exclu la notion d'étoile fixe de toute l'astrologie mondiale. Mais carrément, totalement. Il n'a pas un mot. C'est-à-dire que c'est même pas signalé au niveau historique, à la limite. C'est comme un scandale. L'instrumentalisation, la théorie de l'instrumentalisation nous permet, nous astrologues, de dire voilà, nous pensons que raisonnablement, si une astrologie s'est constituée à une certaine époque, il y a par exemple minimum 3000 ans par exemple, pour prendre un exemple minimal, qu'est-ce qu'on connaissait du ciel il y a 3000 ans? Bon, voilà. On connaissait des planètes jusqu'à Saturne, et on connaissait les étoiles fixes. Jusque à l'époque de Galilée, dans les traités d'astrologie, on vous disait il y a 120 conjonctions. Il y a 120 conjonctions. Je parle entre planètes. Et parallèlement, on nous disait il y a la conjonction Jupiter-Saturne qui a un rôle central. Donc, effectivement, parmi les 120 conjonctions, il n'est pas question d'utiliser toutes les conjonctions. C'est l'erreur qu'a commise Yves Le Noble à la suite d'André Barbeau. On n'a pas d'obligation à étudier toutes les configurations possibles et imaginables. D'abord, tout simplement parce que, au niveau de la programmation socio-culturelle ou psychosociologique, ça